J'ai 12 ans lorsque l'école primaire que je fréquente en Belgique décide d'organiser pour la première fois une grande soirée playback. Lip sync, disent les amis québécois. Alors on est dans les années 80, ça veut dire que j'ai une douzaine d'années, fin des années 80. Je ne connais pas encore Metallica, qui pourtant a déjà sorti 3 albums. Michael Jackson fait autorité, et pour toute une génération, ce clip a marqué les esprits. Qui se souvient de Thriller? Faites voir un coup. Ouais, quand même. Hein. Alors, ne me demandez plus de qui vient cette idée de se dire on ferait bien Thriller au concours de playback. Je me retrouve embarqué, donc vous imaginez qui fait Michael Jackson. Je me retrouve embarqué avec 6 de mes petites camarades de classe à répéter pendant la récréation, établir une chorégraphie. On répète chez les parents, après les cours. Avec nos papas, on bricole avec des caisses en carton qu'on peint. On bricole des espèces de tombes pour rappeler sur scène l'ambiance du cimetière. Et 30 ans avant Walking Dead, on se prépare à jouer les zombies sur scène. Nous voilà le jour J, ou plutôt le soir S, devant plusieurs centaines de personnes. Et on fait ça avec la naïveté des enfants. On avait préparé, on n'avait pas voulu que nos parents voient la chorégraphie, etc. On termine et les gens deviennent dingues. On fait un truc qui manifestement nous dépasse. Beaucoup de gens nous disent « Ah, c'était génial, vous nous avez pris par surprise, on ne s'y attendait pas du tout. » Et on se prend à rêver. Arrive la proclamation des résultats, le présentateur, qui était notre professeur de gymnastique, annonce les numéros 3. Et il dit sur le podium, numéro 3, c'est pas nous. Sur le podium, numéro 2, c'est pas nous. Et donc, au moment où il dit, il est temps de vous présenter le groupe vainqueur de cette soirée, vous avez la plupart des gens qui s'attendent à ce que soit nous, on nous regarde, on lève les pouces, et vous avez certaines personnes dans l'assemblée qui disent « Ah, c'est Thriller, c'est Michael Jackson ». Et là, il dit ceci. Effectivement, ils auraient dû gagner. Mais, et j'ai entendu cette phrase 3 fois, le chanteur n'a pas chanté. J'ai oublié un truc. Tellement j'étais concentré sur la chorégraphie, je ne voulais pas décevoir mes petites camarades. J'ai oublié un truc. C'est que dans playback, il faut quand même articuler. Le chanteur n'a pas chanté. Personne n'avait repéré ce détail. Une personne dans le jury l'a vu. La dame qui était professionnelle du métier. Et donc la victoire nous échappe parce que le chanteur n'a pas chanté. Alors vous avez l'impression à ce moment-là, un peu comme ici, qu'il y a plusieurs centaines de perdus qui se retournent sur vous. Et quand vous avez 12 ans, vous avez l'impression que c'est autant de poignards qui arrivent en pleine face. Ma maman, discrètement, mais je l'entends, dit aux personnes qui sont juste à côté, « Je crois qu'on va se mettre à l'écart parce qu'une larme doit couler. » Évidemment, j'ai quand même un peu de fierté, je refuse de craquer devant tout le monde. Heureusement, on habite à quelques centaines de mètres de l'école, donc on rentre très rapidement à la maison. Il y a un petit couloir et puis il y a la cuisine sur la droite chez mes parents. Et directement dans la cuisine, à gauche, il y a l'escalier pour monter dans les chambres. J'ai même pas le temps de faire les 3 premières marches pour m'effondrer sur mon lit. Je m'effondre au pied de l'escalier. Je pleure comme un enfant de 12 ans qui a raté son truc, quoi, qui a déçu tout le monde. Ça, c'est le premier échec, en tant que tel, dont je me souvienne. Alors, il y en a peut-être eu d'autres avant, il y en a eu d'autres après, je vous en parlerai. Mais celui-là est certainement le premier dont je me rappelle. Est-ce que c'est grave? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On va en reparler. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que, indépendamment du métier que je pratique, dont vous voyez une partie de l'exercice ici, j'ai eu 2 groupes de musique pendant une dizaine d'années. J'écrivais les paroles, je composais les mélodies, j'avais tout en stock. Sauf que, puisque le chanteur n'avait pas chanté, j'ai jamais réussi à assumer la place d'être sur scène pour jouer un morceau de musique et le chanter devant vous. Alors malgré tout, j'ai rebondi, puisque d'une certaine manière, j'arrive à me produire devant des personnes qui sont là. Mais en tout cas, ça reste un élément bloquant. Et en fait, ça va vous paraître peut-être bizarre, mais j'ai commencé à m'intéresser vraiment au sujet en 2014. J'ai donné un TEDx sur le sujet de l'échec. Et 2 ans après, je me suis vraiment penché sur la question pour écrire le bouquin et commencer à donner les conférences.
Et c'est au moment d'écrire le livre que je me suis souvenu, 30 ans auparavant, qu'on m'avait dit « le chanteur n'a pas chanté ». Jusque-là, j'avais essayé de batailler avec mon petit groupe là, pour faire des concerts, faire des démos, faire tout ce qu'il faut. Vous pourrez aller voir sur le web, ça s'appelle Tears of Blood. Vous ne me reconnaîtrez pas, personne ne me reconnaît, j'avais des cheveux, donc on n'arrive pas à savoir que c'était moi. Et c'est bien après avoir arrêté ces deux groupes et m'être dit, mais c'est dommage parce que la musique, ça me passionnait. Qu'est-ce qui fait que ça a bloqué? C'est quand j'ai commencé à traiter le sujet de l'échec que je me suis dit, mais le chanteur n'a pas chanté. Alors, ce qu'on va regarder ensemble dans cette conférence, c'est 3 choses. En premier lieu, on va mettre l'échec à la loupe, parce que c'est quand même important de savoir de quoi on parle, ce dont il est question. Après, comme je suis criminologue, mon métier, c'est de dresser des portraits robots, c'est de comprendre le comportement des gens dans l'entreprise. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est la psychologie de l'échec. Qu'est-ce qui fait que dans une même situation, pour un même événement donné, vous avez des gens qui s'écroulent et d'autres qui se subliment? Et 3, parce que c'est quand même le but du jeu, je partagerai avec vous quelques ressorts pour rebondir. Quand on met l'échec à la loupe, le premier truc qu'on peut dire, c'est que l'échec, c'est un épisode qui laisse des traces. Là, je crois que plus ou moins, on peut s'accorder sur cet élément-là. C'est la seule composante objective qui définit la matière. Tout le reste, c'est tellement perso, c'est tellement émotionnel, ça appelle tellement à notre vécu et à notre ADN d'être humain, que tout le reste de la perception sur l'échec, c'est subjectif. C'est pour ça que certains d'entre vous, quand ils ont vu l'image avec Thriller et qui ont entendu mon histoire, ils se sont dit « il est bien gentil le garçon là ». Mais honnêtement, pour moi, ce n'est pas un échec. Hein. Peut-être certains d'entre vous se sont dit « attends, moi j'en ai une de cicatrice, si je te la partage mon grand, là tu vas vraiment pleurer. Hein. Et ton petit échec de playback, ça vaut pas lourd hein, par rapport à ce que moi j'ai vécu. » C'est normal. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du sujet ou la complexité. C'est que pour le traiter, on doit comprendre ça. C'est un élément qui laisse des traces, ça crée des cicatrices, mais tout le reste de la perception, c'est subjectif, ça dépend de chacun. Il y a juste un truc que je voudrais régler tout de suite, c'est que je ne suis pas là pour le glorifier. Donc ne comptez pas sur moi pour venir avec l'espèce de connerie à la pseudo-pensée américaine de dire l'échec c'est cool, et quand vous discutez particulièrement dans des événements comme ici à Web Today, on est beaucoup dans l'entrepreneuriat, de l'esprit start-up, ce que j'adore, hein, j'interviens très souvent là-dedans, mais vous rencontrez des tas de gens qui vous disent ouais, de la Silicon Valley c'est super cool d'échouer, c'est classe et tout. Time, hein, les copains, minutes quoi. La plupart du temps quand vous avez quelqu'un qui vous tient ce discours-là, vous avez 2 questions à lui poser. 1, est-ce que tu es déjà allé aux États-Unis? Autrement pour y aller en vacances. Et 2, est-ce que tu as déjà discuté avec les gens qui effectivement ont échoué? Parce que moi, j'ai le plaisir d'intervenir depuis quelques années en Amérique du Nord, notamment pour des conférences, et je peux vous dire que la claque, elle est la même pour tout le monde. Ce qui est vrai aux États-Unis, ou même au Québec, c'est que, surtout aux États-Unis en tout cas, c'est que le processus de rebond est accéléré. Mais la descente aux enfers, la chute, le sentiment d'être une merde, et d'avoir foiré complet quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit une entreprise, que ce soit quoi que ce soit, je peux vous garantir qu'il est le même chez tout le monde. Et donc c'est là que ça a commencé à m'intéresser, et que je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à raconter. Donc l'échec, c'est une cicatrice, épisode qui laisse des traces. Alors vous allez voir qu'en termes de cicatrice, même la manière de l'appeler, hein, faut déjà passer au brevet pour pouvoir le dire, quoi. Au niveau maladif, ça s'appelle l'atychiphobie, voire la carafiophobie. Donc déjà, quand vous êtes entraîné à le dire, vous pouvez prendre sur vous et être heureux, parce que c'est déjà pas évident de prononcer le nom. C'est une phobie, une peur maladive de l'échec. Alors la plupart d'entre nous, on ne tombe pas là-dedans quand même. Hein. C'est vraiment la crainte exagérée, ce qui peut bloquer les gens à l'idée même qu'un projet qu'ils pourraient démarrer puisse foirer. Vous voyez, il y a quand même pas mal de conditionnels. Hein. Mais ça met déjà la barre, quoi. Vous avez des gens qui sont bloqués, terrorisés par la simple peur que ça puisse merder. Comment traiter le sujet en une grosse trentaine de minutes, puisque c'est ça qui me reste. Je voulais partager avec vous que la plupart du temps, puisque mon métier c'est d'analyser le comportement des gens, l'échec, c'est quand notre cerveau nous trompe. Certes, il y a les circonstances, on va en reparler, mais la plupart du temps, ce qui nous fait fausse route, ce qui nous fait faire fausse route, ce qui nous fausse compagnie, c'est notre intelligence. Notre cerveau cherche à nous piéger. Je vous donne 2 exemples que les psychologues appellent les biais cognitifs. Premier exemple de biais cognitif, ce qu'on appelle la pensée de groupe. Nous prenons collectivement une décision qu'aucun d'entre nous n'aurait accepté, voire toléré, s'il avait dû prendre la décision de manière individuelle. Vous parlez à Belge, on est dans le pays du compromis chez nous. Hein.
Et donc on s'étonne que ça marche mal, c'est pour ça. C'est parce que collectivement, on prend des décisions qui finalement n'arrangent aucune personne. Exemple concret, j'en vois certains qui disent qu'est-ce que c'est que ce bordel? Exemple concret, Challenger, 1986. La navette décolle, après 73 secondes, elle explose. Les rapports des ingénieurs avaient formellement interdit le décollage. Le gel des 2 à 3 nuits précédentes avait produit un impact sur les joints de la navette et on savait, enfin on savait, pas moi évidemment, mais ils savaient que le risque d'explosion était, ou d'incident en tout cas, était très élevé. Alors individuellement, c'était écrit dans les rapports, mais quand il y a eu le tour de table pour dire bon, on la lance pas, les enjeux commerciaux, le fait que le lancement avait déjà été reporté 2 fois, le fait de vouloir rester compétitif dans la course à l'espace par rapport à la Russie, a fait que les gens ont dit bah ouais, finalement, lançons-la quoi. Il y avait quand même 7 personnes à bord qui sont décédées. Et comme l'histoire se répète, même chose avec Columbia. Vous vous souvenez de ces images, hein, peut-être, si vous les avez vues, pour ceux qui étaient nés. Vous vous en souvenez? On regardait à la télévision cette fameuse navette là, qui était censée décoller. Alors Columbia, pour le coup, ce n'est pas au décollage, c'est au retour sur Terre. Et en fait, ça se joue au décollage. Il y a un morceau de mousse qui se décolle et qui vient frapper l'aile gauche de la navette, en produisant un trou de la taille d'une boule de bowling à peu près. Collectivement, alors que le danger est là, et qu'individuellement, certaines personnes se disent bah oui, c'est peut-être quand même devenu dangereux pour les gens qui sont à bord, et ça met peut-être un peu la mission en péril, collectivement, les équipes de la NASA se disent mais non, regardez cette magnifique navette qui arrive malgré tout à arriver dans l'espace et à faire son job. Mais le problème, c'est qu'au retour dans l'atmosphère, ce léger trou crée une brèche dans le bouclier thermique et produit l'explosion de la navette. Ça, c'est le biais qu'on appelle de pensée de groupe. Deuxième exemple, beaucoup plus rigolo, parce qu'on est tous concernés. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui me dit non, non, moi ça n'arrive pas. En fait, en disant ça, il en serait victime aussi, tiens. C'est le biais qu'on appelle d'autocomplaisance. Vous l'avez tous rencontré au moins un jour à l'école. Le biais d'autocomplaisance. Si je gagne, c'est parce que je suis le meilleur. Si je perds, c'est pas de ma faute. Si je gagne, c'est parce que j'ai été malin. Je me suis bien préparé pour les examens. J'ai déjoué les pièges du prof crapuleux. Si je perds, bah c'est parce qu'il a posé des questions dégueulasses. Exemple parfait, John McEnroe. Numéro 1 mondial pendant 4 ans, donc malgré tout quelqu'un qui a accompli de grandes choses. Mais quand vous lui demandez une rétrospective sur son parcours, McEnroe dit « je n'ai pas accompli mon plein potentiel ». Et quand on lui demande pourquoi, il dit « c'est mon rapport à l'échec qui m'a empêché de vraiment atteindre le niveau que j'aurais pu atteindre ». Pourquoi? Parce que quand il gagnait, il avait déployé, alors je vous fais tous les codes du tennis, hein, j'ai joué mon meilleur tennis, j'étais à mon meilleur niveau. On joue son meilleur tennis, hein, vous avez regardé? Vous avez remarqué? On dit jamais j'ai super bien joué au tennis, on dit j'ai joué mon meilleur tennis. J'étais à mon meilleur niveau, ouais, j'ai maîtrisé mon sujet, j'ai dominé mon adversaire. Bon, c'est des phrases un peu vides que vous pouvez mettre tout le temps. Hein, ça. Quand vous avez bien fait un truc, si vous êtes dans le biais d'autocomplaisance, vous avez maîtrisé votre sujet, vous avez retrouvé vos fondamentaux. Ouais, bon, il y a toute une série de phrases comme ça. Quand il gagne, c'est ce qu'il dit. Hein. Et quand il perd, alors sur YouTube, si vous regardez, vous n'avez même pas besoin de mettre raquette, arbitre ou colère. Hein, ça va tout seul. Hein. Vous mettez John McEnroe, il y a les 2-3 récentes où il est commentateur, et après, c'est tout le bordel de quand il rouspète, quand il râle, quand il se fâche, quand il s'énerve. Et donc, la plupart du temps, c'est effectivement l'arbitre. Mais alors, c'est très vite étendu. Si l'arbitre a l'air de lui tenir tête, ben, ça devient les journalistes, ça devient les caméramans, ça devient les spectateurs, ça devient tout qui vous voulez. Les ramasseurs de balles, évidemment. Hein. Ces petits cons, là. Merde, enfin. Il y a quand même des professionnels qui jouent. Et alors, bien entendu, c'est son matériel. La raquette en prend, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer. Biais d'autocomplaisance. Si je gagne, je suis le meilleur. Si je perds, ce n'est pas de ma faute. J'ai mis un t-shirt ici pour venir vous parler. Et je vous lis ce qu'il y a écrit dessus, parce que je ne sais pas si vous le voyez. Il y a marqué « Don't believe everything you think ». Ne croyez pas tout ce à quoi vous pensez. Et c'est signé « Your brain ». Ça nous amène, c'est pour ça que je l'ai mis, évidemment. Ça nous amène dans la deuxième partie, la psychologie de l'échec. Comment est-ce qu'on peut comprendre... Alors, bon, je vous l'ai dit, moi je suis criminologue. J'ai juste, depuis une quinzaine d'années, gommé le côté criminel. Quand vous étudiez ça pendant 5 ans et que vous pratiquez pendant 5 ans dans l'administration publique belge, à un moment, on se dit c'est chouette de faire autre chose, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que c'est possible de garder ma paire de lunettes de criminologue, donc de comprendre le comportement humain? Qu'est-ce qui fait qu'au sein d'un groupe, vous avez des gens à un moment qui émergent? Alors pas pour les mauvaises raisons, déviance, délinquance, mais plutôt pour de bonnes raisons, pour entreprendre, pour réussir, pour devenir de grands leaders, pour innover, pour rebondir sur les échecs. Et donc qu'est-ce qui fait que des individus confrontés à une situation d'adversité
Certains vont s'écraser et d'autres vont décoller. Certains vont tomber et d'autres vont se sublimer. Et ça dépend de la psychologie de l'échec. Je vais vous présenter le portrait robot, un peu en mode éclair, désolé, mais je vais vous le présenter en mode éclair, le portrait robot des deux grandes configurations psychologiques dès lors qu'il s'agit du traitement de l'erreur. Juste avant, je voulais malgré tout relativiser un tout petit peu. Il faut dire une chose, c'est que tous les échecs ne nous tuent pas. Vous avez des échecs qui nous rendent plus forts, donc qui nous préparent à mieux recommencer. Vous avez les échecs qui sont drôles. À un moment, quand vous avez Adidas, dont le slogan est Nothing is impossible, qui se retrouve avec des sacs qui vous disent finalement Nothing is possible, c'est quand même rigolo. Ils n'en sont pas morts. C'est un échec commercial ou un échec de communication ou un échec publicitaire, je ne sais pas comment on peut le dire, mais bon, ça dédramatise un petit peu le sujet. Et alors évidemment, vous avez l'échec qui permet l'innovation. Est-ce qu'il y en a qui étaient là l'année dernière à la conférence que je vous ai donnée sur l'innovation ? Il y en a 2, merci, c'est gentil. Mais c'est bien, bienvenue à tous les autres. Quand j'ai parlé de l'innovation l'année dernière, j'ai expliqué que l'innovation, c'est arriver à faire autrement. Et donc ici, vous avez l'exemple de quelqu'un qui a fait autrement. Donc ce n'est pas Mark Zuckerberg, ce n'est pas le prince Charles, et ce n'est pas non plus Bill Gates, jeune. C'est Dick Fosbury, 1968, Jeux Olympiques du Mexique. Vous avez pour la première fois un bonhomme qui a déjoué l'échec. Tout le monde était piégé à 2,24 m au saut en hauteur. Et c'est le premier qui s'est dit, bon, pour contourner le truc, il faut sauter autrement. Tout le monde sautait sur le ventre à l'époque. Et lui est le premier à avoir commencé à se dire « moi je vais m'entraîner, je vais sauter sur le dos ». Et donc l'échec, parfois, est un outil, est un levier qui nous permet de trouver des solutions un peu innovantes. Et vu le contexte d'aujourd'hui, et vu que tout bouge dans tous les sens, on vous l'a encore dit dans la conférence précédente, vu que tout bouge dans tous les sens autour de nous, on a intérêt à pouvoir capitaliser sur les échecs. 2 configurations psychologiques majeures dans la gestion de l'erreur. Premier cas de figure, c'est toutes les personnes pour qui l'échec est vécu de manière négative, qui entrent dans une espèce de spirale infernale. C'est quelque chose de péjoratif. Bon. Comment fonctionnent les personnes qui pensent de cette manière-là ? C'est un peu au couteau, je suis désolé, mais ça va être un tout petit peu caricatural, mais j'espère que vous me suivrez sur l'intention derrière les mots. 7 caractéristiques. La première, pour les gens qui perçoivent l'échec, quel qu'il soit, hein, l'échec à un concours de playback, l'échec scolaire, l'échec entrepreneurial, l'échec personnel, un mariage, un divorce, tout ce que vous voulez, les gens qui le perçoivent de manière négative, en premier lieu, ils sont remis en question dans leur identité. L'échec remet en question qui nous sommes. Ça veut dire que quand on merde quelque chose, on a tendance à globaliser. Ce n'est pas juste un projet qu'on a foiré, c'est finalement une atteinte à notre personnalité. C'est le trip du « je suis quand même un peu loser ». C'est toujours la même chose quand tu commences un truc. Alors parfois, on se parle en jeu ou on se parle en tu dans ces cas-là. Il y a 2 catégories de personnes. Il y a les gens qui disent « mais je suis quand même nul ». Et vous avez la même personne qui dit « mais t'es quand même mauvais ». Oui, mais le résultat est le même. C'est-à-dire qu'à un moment, on se met en situation de se dire « t'es quand même bon à rien, j'arrive jamais à ce que je veux, c'est toujours pareil ». Vous voyez l'idée, L'échec prend un caractère absolu. On n'a pas juste raté quelque chose, on est des ratés. Ce n'est pas j'ai raté, c'est je suis un raté. Deuxième caractéristique, forcément, quand on a l'impression d'être nul, c'est difficile d'être ouvert vers les autres. Et donc on se retranche, ce qu'on appelle le repli sur soi. L'échec nous isole des autres. Et donc on a un sentiment de honte, de culpabilité, ce qui est normal. Mais cette honte et cette culpabilité nous empêchent de rester ouverts aux autres. Et donc, soit vous avez des personnes qui sont en doute profond sur elles-mêmes, leurs capacités, soit vous avez des gens qui sont même au-delà de ça. Elles savent qu'elles sont bancales, qu'elles sont boiteuses. Elles disent « ouais, t'es quand même pas digne de confiance, ça marche jamais très bien quand tu veux faire ton truc. Ta vie part en couille, c'est toujours n'importe quoi. » Vous voyez l'histoire. Conséquence de ces 2 premiers éléments, c'est super difficile de se lever tous les matins en se regardant dans le miroir comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? L'être humain a une capacité fondamentale et extraordinaire à externaliser. Finalement, ce n'est pas tellement de notre faute, C'est le monde qui va mal. Les gens sont méchants. Ça, c'est des méchants de films d'action. On sait bien qu'au final, ils vont quand même se faire péter la gueule. Ils sont pas très nuisibles, ceux-ci. Mais donc, vous voyez, on commence à douter de la capacité de l'humanité à s'en sortir. Je ne dis pas qu'il faut faire les bénis-oui-oui de l'autre côté, mais à un moment donné, on va ternir notre vision du monde. Grosso modo, on va s'abonner au journal télévisé, la soupe aux mauvaises nouvelles. Et on va dire, tu vois chérie, finalement, c'est quand même pas moi. On est sur le Titanic et on coule en première classe. Bon.
l'échec devient quelque chose d'universel. Next. Forcément, dans cette circonstance-là, on baisse les bras. Le problème n'est pas tellement que l'échec arrive à tout le monde. Le problème, c'est qu'à un moment, il est inévitable. On perd à la fin puisqu'on meurt. Et donc, vous avez des gens qui disent, bon, ben ok, c'est implacable ce truc. Donc, à quoi bon? Je caricature un tout petit peu, je le rappelle, mais c'est un peu l'idée. Caractère implacable. Logiquement, s'ensuit une conduite de fuite. La fuite qu'on retrouve de deux manières. Le fait, en premier lieu, d'éviter l'échec. Les psychologues appellent ça la conduite d'évitement. C'est-à-dire que vous avez des gens qui passent leur temps à essayer de se prémunir de toute situation à risque. Et si malgré tout, l'échec survient, eh bien là, soit on fait deux choses. Soit on le fout sous le tapis, hop, on dit non, c'est pas arrivé. On le disqualifie, on le rend hors sujet. Soit on ferme la porte. On essaye une fois, ça merde, je passe à autre chose, c'est pas pour moi. Et donc on rate un truc, on est parti sur autre chose. Et vous avez des gens comme ça qui passent leur existence, malheureusement, plutôt que d'essayer d'exploiter leur potentiel et de se dire, bah, bon, c'est peut-être un signal que je dois recommencer, que je dois m'entraîner, que je dois y aller plus fort, que je dois y aller autrement, qui passent leur vie à essayer de tester des trucs, et comme ça ne marche pas, ils ferment des portes. Ils ne sont plus en mode je vis, ils sont en mode je survis. Je ne dis pas que c'est facile, évidemment. Je vous présente juste le portrait robot, il n'y a pas de jugement de valeur de ma part. Les deux derniers éléments, c'est que, dans ce fonctionnement-là, la résultante, c'est la peur. On n'ose plus se mettre en mode défi. Ce n'est pas des gens comme vous que je dois le dire, vous êtes dans l'action, vous êtes au Web Today, donc vous avez plutôt l'habitude de bouger. Mais grosso modo, si on se laisse absorber par cette grille de lecture psychologique, on entre dans une situation où, si on prend notre cerveau dans ces contextes-là et qu'on l'injecte dans le corps de l'enfant qu'on était à 6, 7 ou 8 ans, quand on a appris à rouler à vélo, ben on ne monte pas dessus, simplement. Parce que le risque de chute est beaucoup trop grand. Vous voyez la petite fille, là, elle a la langue tirée. Parce qu'elle sait que l'enjeu est capital. On lui a enlevé les deux petites roulettes là, de sécurité à l'arrière. Et les parents ne sont pas là pour tenir la selle. Donc là, elle doit se débrouiller. Alors ici, on a la chance, généralement, quand on est enfant, d'avoir un environnement soutenant, où on nous dit « mais ça va aller, recommence, tout le monde tombe la première fois ». Qu'est-ce qui fait qu'on le perd en grandissant, cette affaire-là? Et qu'à un moment, pour les trucs qui nous tiennent à cœur, on n'arrive plus à se dire « c'est comme quand je suis monté sur le vélo, ça n'a pas marché du premier coup, mais j'ai fini par y arriver ». C'est la même chose. Et ça me mène à une première phrase que j'aurais à cœur que vous puissiez reprendre avec vous. L'exemple de la petite fille nous démontre une chose, c'est que ce n'est pas échouer qui nous fait avoir peur, ou qui nous fait peur. C'est avoir peur qui nous fait échouer. Ce n'est pas vraiment la même chose. Dernière notion, dans cette première configuration, c'est qu'en tant qu'adulte, on a beaucoup de pudeur à dire qu'on a peur. Mais ça se traduit par la paralysie, qui est une version un peu intellectualisée de la peur. Hein. Parce que quand on a pétoche, généralement, on n'ose pas faire les choses. Mais ici, c'est la même chose, c'est le même mécanisme, sauf qu'on l'appelle, on l'utilise autrement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est que nous avons la capacité, don't believe everything you think, nous avons la capacité à passer un temps énorme. On le fait tous, hein, je me mets dans le paquet, je ne suis pas du tout en train de donner des leçons. Ici, je suis comme vous, on est dans le même bateau. Espérons juste qu'il ne coule pas, finalement. Mais on est tous en situation de passer des minutes et des heures à trouver des justifications qui vont nous permettre de rester en confort mental pour ne pas faire le truc, alors que vraisemblablement, ça nous coûterait, dans beaucoup de cas, moins cher de le tester. Et donc l'échec devient notre plus grande excuse. Parfois tâté de perfectionnisme, évidemment. Hein. Quand vous combinez les deux, là, c'est magique. Vous avez les gens qui disent « moi, je n'y vais que si tout est parfait », alors là, c'est l'arme imbattable, parce qu'on ne peut pas aller contre le perfectionniste. Quelqu'un qui vous dit « moi, je veux que tout soit parfait », ben, on a tendance à dire « ah ben bravo ». Sauf que le perfectionniste, le vrai perfectionniste, celui qui est considéré comme une névrose par le DSM-5, donc le livre des maladies mentales officiel, hein, le vrai perfectionniste, il est paralysé. Soit il ne démarre jamais, parce que les conditions ne sont jamais 100% favorables, soit il ne termine pas, parce qu'il peut toujours peaufiner son truc. Et donc, il est malgré tout paralysé. Prenez les 7 éléments. Alors, je vous les remets en anglais, parce que quand j'avais commencé à traiter le sujet, c'était, je vous l'avais dit pour TEDx, c'était en anglais. Absolu, boiteux, universel, inévitable, hors sujet, non pertinent, qui mène à la peur et qui génère des excuses. Vous les remettez dans l'ordre, et vous avez une première grille de lecture de ce qui fait failure.
l'échec et sa perception. Alors si vous pensez comme ça, vous êtes humain, c'est la bonne nouvelle. On est tous câblés pareil. Et j'ai une sacrée bonne expérience parce que grosso modo, pendant une grosse trentaine d'années, j'ai vécu comme ça. Je vous montre ceci. Est-ce qu'il y en a qui voient ce que c'est, peut-être? Bâtiment universitaire. Université de Liège, en Belgique. Je veux faire la criminologie à l'âge de 18 ans. Vous entendez mon nom de famille, Colantonio, histoire classique, quoi. Mes grands-parents sont montés en Belgique pour travailler dans la mine de charbon. Mes parents ont été ouvriers. À l'âge de 18 ans, ils me disent qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux faire des études? Je regarde le programme des cours. Je tombe amoureux du programme des cours de criminaux. Parce qu'il y a des tas de matières. J'ai aucune idée du métier. Je ne sais pas ce que ça fait un criminologue, mais le programme des cours est super intéressant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de bac en criminologie. Il n'y a que le master. Donc il faut faire une autre filière d'abord, quelle qu'elle soit. Calcul rationnel rapide, le plus de cours, c'est du droit en premier master. Donc je me dis, OK, on va éliminer le droit, on va commencer par ça. J'arrive, la fleur au fusil, en première année en droit à l'université. Jusque-là, j'ai une scolarité relaxe, quoi. Jamais de problème, presque pas étudié, tout ça fonctionne. Excellent. Me voilà en première année en droit. 11 examens, une session qui dure 1 mois et demi. Je rate les 11. Tous. Je vous rappelle, les échecs dont on parle, c'est ceux qu'on a digérés. C'est très dur d'avoir quelqu'un sur une scène qui vous parlera d'un échec dans lequel il est encore coincé. Donc je vous le dis aujourd'hui avec le sourire, mais j'ai vécu une des pires périodes de ma vie, quoi. Je rentre après chaque examen, et donc mes parents à la porte, qui ouvrent. Alors, après le premier examen, évidemment, on a l'habitude, ça fait 6 ans que ça marche nickel, les doigts dans le nez. Et donc ils ouvrent la porte la première fois, j'ai raté. Ah! Après le deuxième, pareil. Après le troisième, ils n'ouvrent plus la porte. Ils attendent dans la cuisine. Et je n'ai pas fait le calcul, mais probablement 12, 18, probablement une petite dizaine d'années après avoir pleuré sur ces putains de marches parce que j'avais foiré Thriller. Je pleure après chaque examen parce que je l'ai raté. Alors il y en a 1 ou 2 que je rate, mais joyeusement, quoi. Mais pour le reste, notamment les examens oraux, la moyenne étant à 12 en Belgique, j'ai 11 et demi, 10, parfois 9, mais c'est plutôt rare, quoi. C'est quand même toujours plus ou moins juste en dessous du radar, quoi, voyez. Avec des retours des profs qui parfois me disent bah, c'est con, quoi, parce qu'on voit que vous étiez au cours, mais c'est insuffisant. Vous n'êtes pas assez préparé. Voire le fameux vous êtes gentil, qui dans ces cas-là ne sert à rien, hein. Et donc j'ai raté les 11. Vous imaginez la situation d'une famille ouvrière de classe moyenne, hein. Je ne me plains pas du tout de la situation, mais c'est juste que financièrement, le coût des études universitaires, c'est bien là, quoi. Et donc, à nouveau, je déçois un peu tout le monde. On est le 28 juin et j'ai un truc qui me sauve. Ça fait plusieurs mois que j'avais postulé pour avoir un travail d'étudiant pendant l'été. On m'avait dit non tout le temps. Donc, genre, quand vous ratez les 11, en plus de ça, on se dit, ben oui, je suis bien une merde. Il n'y a personne qui veut de moi, ça ne marchera pas. Et à ce moment-là, le 28 juin, il y a le téléphone qui sonne. Il y a un supermarché qui dit nous, on avait un étudiant qui était en dernière année. Il a réussi en première session, donc il libère une place. Si votre fils est dispo, il peut venir. Génial. Et ça a été ma planche de salut. Pourquoi? Parce que j'ai passé un mois extraordinaire. Je me suis beaucoup amusé à mettre les produits dans les rayons, à scanner les produits à la caisse, etc. J'étais tout content. Ça a surtout généré une première paye. Et donc, j'ai pu demander à mes parents si je pouvais recommencer en cofinançant, du coup, mes études. Alors j'ai redémarré, je vous la fais très courte. Ça a été une planche de salut parce que j'ai su que même si je ratais une deuxième fois, je pourrais aller dans ce supermarché. Donc je me suis dit, dans le pire des cas, moi j'ai un job qui potentiellement peut m'attendre. Et donc c'est cool. J'ai recommencé, j'ai réussi chaque année en première session, terminé au mois de juin, histoire de pouvoir travailler le mois de juillet et partir en vacances le mois d'août, ou préparer l'année, ou ce que vous voulez, mais en tout cas c'était mon objectif. Et alors la dernière année, j'ai à cœur de vous la partager, pas pour parler de moi, mais pour que vous compreniez l'effet de balancier que ça a eu chez moi. Dernière année en criminaux, je termine avec la plus grande distinction et avec une cote de 19 sur 20 en mémoire, qui n'avait plus été donnée depuis des années. Et quand je termine ma défense, le promoteur de mon travail de fin d'études, qui était responsable, j'ai plus le nom technique, président du jury, me dit, écoutez, 20 sur 20, on ne le donne jamais, c'est Dieu. 19, c'est les profs. Et 18, c'est les étudiants qui ont excellé. Alors vous êtes en train de faire dans votre slip, hein, vous ne savez pas si ça a bien marché ou pas, si ça a fonctionné. Et donc je dis, OK, qu'est-ce qu'il va me dire?
Et alors il me dit, la qualité de votre travail et votre défense fait que on vous met 19 quand même. Alors là, tu sors, t'es blanc, tu sais plus comment tu t'appelles, tes potes te disent, mais ça a été ou pas? Parce que je dis oui, j'ai eu 19. Je crois qu'il tombe mort en même temps que moi en se disant, mais c'est pas possible, quoi. Je vous explique ça pas pour parler de moi, c'est juste pour vous dire que si j'avais pas eu le coup de pied au cul ou la claque dans le derrière, peu importe comment on le dit en première, j'aurais certainement pas eu la niaque de la dernière. Et donc, il m'a fallu 10 ans pour le digérer. Mais je remercie cette université et cette première année parce que ça m'a appris que non seulement l'échec n'est pas fatal, n'est pas final, on peut s'en relever, on peut s'en remettre, mais parfois c'est la bonne dose de coup de pied au cul dont on a besoin. Et ça m'a permis, malgré tout, à mon niveau, de développer une attitude constructive. Et donc, vous imaginez, criminologue, portrait robot numéro 2, je me suis dit, mais comment font les grands leaders? Parce que de nouveau, certains d'entre vous se disent, bon, il a raté une année d'études, c'est quand même pas la mer à boire non plus. Mais comment font les grands leaders quand ils sont confrontés à l'adversité? Et qu'est-ce qui fait qu'ils développent une psychologie, disons une psychologie de la réussite? Alors, je prends une citation à chaque fois pour illustrer le propos. Paulo Coelho, écrivain brésilien, auteur de L'Alchimiste et beaucoup d'autres romans à succès, vous dit quoi? Rien n'est tout à fait faux. Même une horloge cassée va juste ou donne la bonne heure 2 fois par jour. Là, ça devient sympathique. Parce que c'est le contre-pied parfait du « ce n'est pas j'ai raté, mais je suis un raté ». Ben lui, il nous dit l'inverse. Il dit non, ce n'est pas parce que vous avez raté quelque chose que vous êtes un raté. L'échec est quelque chose de relatif. Nous ne sommes pas les échecs qui nous arrivent. C'est quelque chose qui nous arrive, pas qui nous définit. Ça, c'est le premier élément. L'échec est relatif. 2, il est donc limité au département concerné, si vous voulez. Ça ne doit pas contaminer l'ensemble de notre personnalité. 2, vous avez Steve Jobs, quand il revient aux commandes d'Apple fin 96, vous avez peut-être vu cette conférence, la Macworld de Boston, où vous avez un mec dans le public qui, à un moment, lui dit « Steve Jobs, manifestement, vous ne savez pas du tout ce que vous racontez. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez une vraie vision pour Apple et si vous comprenez quelque chose au métier de l'entreprise ?» Et Steve Jobs, dans sa réponse, dit ceci. Il dit « Oui, on va faire des erreurs, c'est clair. Mais au moins, ça prouve qu'on prend des décisions et qu'on avance. Et c'est ce qui manque à cette boîte depuis une dizaine d'années. » Et il dit, nous traquerons les erreurs et nous les corrigerons. Et ça, pour moi, ça a été qui était perfectionniste dans l'âme. Il y a 2 fautes d'orthographe dans mon travail de fin d'études. Je peux vous lire lesquelles c'est et le numéro de page où elles se trouvent, même 15 ans plus tard. Et donc, pour le perfectionniste que j'ai été, ça, c'était quand même une excellente nouvelle. De pouvoir se dire que finalement, on n'est pas toujours responsable de la situation. Mais avoir conscience qu'on a une marge de manœuvre sur notre réaction, sur la manière dont on va traiter l'erreur, ça, c'est quand même hyper rassurant. Et ça veut donc dire que l'échec n'est pas hors de l'équation, il en fait pleinement partie. On ne doit pas essayer de l'éviter, on doit juste se dire, quand ça arrive, ok, quelle est ma part de responsabilité, comment je vais m'y prendre mieux la prochaine fois. Et ça, c'est un ingrédient de personnalité. Moi, je pensais au départ que les gens qui réussissent, soit ils n'échouaient jamais, soit quand ça arrivait, un peu comme John McEnroe, ce n'était pas de leur faute. Ben non. Quand vous êtes face à des grands leaders comme ça en business, moi je travaille surtout sur des leaders en business, vous avez des gens qui disent « Ok, celle-là c'est pour ma pomme, quoi. C'est de ma faute. Pas assez préparé, mal conseillé, manque de lucidité, manque d'humilité, peu importe les raisons. » Mais vous avez des gens qui se regardent dans la glace pour se dire « Ok, voilà ce qu'il faut changer. » C'est en pleine continuité quand vous avez Elon Musk qui vous dit à contre-courant complet de toute la pensée où on dit l'échec n'est pas une option, particulièrement chez nous en Europe. On dit, moi ça m'arrive, j'interviens en entreprise, on me dit parfois Fred, ce projet-là sur lequel tu nous aides, l'échec n'est pas une option. Je dis ok, on va déjà commencer par ça, parce que sinon on est mal barré. Je ne dis pas que c'est super cool, hein, mais oui, l'échec est une option. Alors Elon Musk, il vous le dit, si on n'échoue pas, c'est qu'on n'innove pas assez. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous simplement? C'est que notre vie finalement c'est une somme d'essais-erreurs, simplement. Qui peut se lever ici et dire moi je suis parfait tout le temps? Personne. Personne. Est-ce que je donne la conférence parfaite? Certainement pas. Est-ce que j'ai écrit un livre parfait? Certainement pas. Et à chaque fois que je rencontre un auteur ou une auteure, quelqu'un qui a écrit un bouquin, je lui dis, est-ce que tu as l'impression que ton livre est parfait? Jamais. Évidemment, non. Mais on préfère le faire et qu'il soit là plutôt que de se dire, je vais attendre que peut-être il soit parfait, parce que là, on risque d'attendre longtemps. Et donc, cette caractéristique, la vie est une somme d'essais-erreurs, ça nous dit que l'échec est ajustable. De nouveau, on n'en tire pas de gloire, on ne cherche pas à dire que c'est cool, mais on essaie d'arrêter la victimisation ou la dramatisation excessive. On va plutôt essayer d'en faire un curseur qu'on va pouvoir doser. Tal Ben-Shahar, professeur à l'université de Harvard, certains d'entre vous le connaissent probablement, il a donné un cours sur le bonheur, le cours le plus suivi de l'histoire de cette université. Et il dit une phrase magique,
dans son livre qui s'appelle L'apprentissage de la perfection, il dit « Si nous n'apprenons pas à échouer, nous échouons à apprendre ». Là, voilà. Et finalement, c'est ça l'histoire. C'est vraiment ça le point. L'échec, ça emmerde tout le monde. Personne ne se lève en disant « Je me réjouis de foirer ma journée ». Juste, hein? Sauf ceux qui vraiment ont une pathologie par rapport à ça. Hein? Mais sinon, globalement, on n'est pas dans ce trip-là. On est plutôt fier de réussir et de vouloir y arriver. Mais à un moment, l'échec, ça fait partie du processus d'apprentissage. Que vous pratiquiez un sport, que vous pratiquiez une discipline artistique, peu importe, le niveau de maîtrise requiert de l'entraînement. Et cet entraînement, ça s'appelle autrement l'échec. C'est qu'on n'y arrive pas jusqu'à ce qu'on soit bon pour y arriver. En Belgique, maintenant, quand on rate une année à l'université, on appelle ça un bisseur. Bon. À l'époque où moi j'ai raté, on appelait ça les répétants. C'est fou, hein? C'était marqué dans le nom. Tu es un répétant. Ben oui, j'avais répété. Je me préparais pour pouvoir après être sur la rampe de lancement. Et donc ça fait partie du processus d'apprentissage. Jeff Jarvis, que certains d'entre vous connaissent certainement, journaliste américain, geek en puissance, nous fait un parallèle quand même magnifique avec notre univers un peu tech et geek ici du Web Today, en nous disant mais finalement la vie c'est une version bêta. Et c'est génial parce qu'en effet c'est ça. Qui dit vivre la vie parfaite, je ne sais pas. Par contre on essaye de se lever le matin en faisant le mieux possible au quotidien. Et donc oui, l'échec est un ingrédient de notre progression. Est-ce que vous voyez bien le blanc là sur le jaune? Ça va quand même? Ouais, parce que d'ici je n'étais pas sûr. Donc oui, l'échec est un ingrédient de notre progression. Pour autant qu'on le voit comme tel. Donc ici, on en discute, ça a l'air cool, c'est facile, on se dit, bah ouais, c'est vrai, il n'y a pas de quoi s'extasier. Mais quand vous êtes le nez dans la merde, là, c'est là qu'il faut s'en rappeler. Et dire, ok, c'est chaud, c'est dur, j'ai mal, ça c'est une grosse cicatrice, elle va rester longtemps. C'est un ingrédient de progression. C'est pas ce qui arrive qui compte, c'est ce que je vais faire avec. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que ça va apprendre? Comment je vais pouvoir recommencer autrement? C'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on progresse. Richard Branson, fondateur de Virgin, un des entrepreneurs le plus suivis sur les réseaux sociaux, nous dit que l'échec est un badge d'expérience. Ça nous rappelle juste qu'on est en évolution et en progression. Et donc, même si ça peut paraître contre-intuitif ou bizarre, c'est une ressource. Vous savez, entre futile et utile, il n'y a qu'une lettre de différence. Hein. Et donc, dans le premier portrait robot, l'échec, c'est futile. Ça ne sert à rien. On n'apprend rien, ça ne vaut pas la peine de s'y attarder. Pour les gens qui arrivent à créer un terreau entrepreneurial de réussite, l'échec, c'est quelque chose d'utile. Ce n'est pas agréable, je répète, on ne se passerait bien, mais ça fait partie de l'apprentissage. C'est de l'itération, peu importe comment vous l'appelez, c'est ça que ça veut dire. Le dernier ingrédient, parce que logiquement, je vous en ai donné 6 jusqu'à présent, j'ai cherché longtemps, parce que c'est une phrase qu'on entend beaucoup, et je pense que c'est Leonard Cohen qui l'a dite la première fois, dans une chanson qui s'appelle « Anthem ». Il y a une fêlure en toute chose, c'est comme ça que passe la lumière. Vous l'avez déjà entendu. C'est d'ailleurs étrange, hein, parce que fêlure en français et failure en anglais, il y a quand même une forme de consonance, quoi. Hein. J'ai demandé à mon parrain de cœur, Édouard, patron d'une petite entreprise d'imprimerie en Belgique, pas le secteur le plus facile. C'est un monsieur qui a 60 ans, qui va avoir 60 ans, il se marie samedi. Il a toujours la banane, ce mec-là. Tout le temps. Même quand ça merde et que c'est compliqué. Et je lui ai demandé de me mentorer, d'être un de mes mentors en affaires. Et on prend des petits déj tous les mois ou tous les mois et demi. Et un jour, je préparais mon sujet, je ne lui avais pas dit, je lui ai dit « Eddy, c'est quoi pour toi l'échec ?» Alors, il a pris l'habitude de me voir arriver avec des questions un peu loufoques. Hein. Donc, il ne s'étonne pas. Il prend quelques secondes et il me dit « L'échec, c'est du fuel. » Vous l'avez là? Ouais, non, c'est celui d'après. L'échec, c'est du fuel. Et il dit cette phrase magique. Si ça me tient à cœur, parce que si je n'en ai rien à foutre, j'en ai rien à faire de savoir si j'échoue, je ne m'en rends peut-être même pas compte. Mais il dit, si je suis sur quelque chose qui me tient à cœur, il dit, l'échec est un carburant. Fous-moi une montagne devant moi, me dit-il, et je vais trouver un moyen de passer en dessous, de creuser un tunnel, d'aller à gauche, à droite, ou de prendre un hélicoptère pour passer au-dessus, mais je vais trouver. Donc l'échec, c'est de l'adrénaline. Il dit, pour moi, c'est du carburant. Et je finirai par passer à travers. J'ai trouvé ça magique, je me suis dit, ok, je le reprends. Prenez les 7 relatifs, personnels, ajustables, outils d'apprentissage, partie de l'évolution,
utile et carburant, vous les remettez dans l'ordre, vous avez aussi une grille de lecture de ce qui fait l'échec, le fameux failure. Vous avez l'autre facette de la même pièce de monnaie. Comment en deux... Alors là, je vais vous dire un truc. J'ai 6 ou 7 thèmes de conférence. J'en donne 100 à 120 par an, depuis 10 ans. C'est le seul slide qui merde. Je l'ai refait 5 fois, en partant de zéro, en copiant-collant d'un autre slide qui fonctionne. Et il y a cette putain de bande grise. Il fallait que ça soit sur cette conf-ci, quoi. Je vous jure, c'est pas fait exprès. Et il n'y a pas moyen. Si vous regardez... Marion, elle est où, Marion? Marion, tu peux confirmer. Sur mon écran, là, elle n'y est pas, la bande grise. Véridique, hein? Et putain, vous l'avez là, quoi. Incompréhensible, incroyable. Regardez. Elle n'y est pas, la bande grise, hein? Et là, depuis 2 ans que je donne cette conf, elle y est. Bah, il fallait que ce soit sur cette conf-ci. Je vous plie parce que je vous remercie d'être encore là. Il est midi, même plus que midi, vous avez faim. 3 ressorts rapides pour rebondir. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une situation à l'autre? Parce que c'est surtout ça qui est intéressant. C'est bien de se dire, OK, il y a la spirale négative, il y a l'attitude constructive. Ce qui est intéressant, c'est de passer d'un à l'autre. Premier élément, ça va vous paraître bête, mais c'est reconnaître notre résilience. La résilience, terme hyper utilisé en échec, ça vient de la physique. Capacité d'un corps à retrouver son état initial après un impact ou un choc. Ça veut dire que tant qu'on est toujours là, on a une marge de manœuvre. Historiquement, j'avais coutume de dire, tant qu'on a nos 2 bras, nos 2 jambes, on peut faire quelque chose. Une de mes meilleures amies est québécoise. Elle s'appelle Caroline Villot. Elle est triple médaillée paralympique à Albertville, ici en France, en 92, en ski. Et il lui manque l'avant-bras. Et lors d'une conversation, quand je lui dis, tant qu'on a nos 2 bras, nos 2 jambes, on peut faire quelque chose, elle me regarde et me dit, Fred, t'es donc bien cute, mais tu peux pas continuer à dire ça. Parce que moi, je les aime même pas, les 2 bras, les 2 jambes. Elle dit, OK. Donc, tant qu'on est toujours là, on a une marge de manœuvre. Ça veut dire qu'à moins qu'on le décide autrement, l'échec n'est pas absolu, il est relatif. Il n'est pas permanent, il est temporaire. Il n'est pas opposé au succès, il en fait partie. L'autre face de la même pièce de monnaie. Ça, c'est reconnaître notre capacité de résilience. 2, on doit apprendre à optimiser nos ressources. Ça veut bêtement dire miser sur nos forces. C'est facile quand on est entre nous et qu'on en parle, mais quand on a le nez dans la merde, on a plus facilement tendance à regarder là où ça ne va pas. Personne n'a réussi à se relever en tablant sur ses faiblesses. Et donc, quand ça tangue et quand on est face à l'adversité, on doit se replier sur ce qu'on sait bien faire et ce à quoi on est bon. Et le 3e levier dont on a besoin, si on veut rebondir, c'est de clarifier nos exigences. C'est peut-être paradoxal, mais c'est ce que Édouard disait tout à l'heure. Quand il nous dit « moi, si ça n'a pas d'enjeu, je m'en fous, et même si j'échoue, je ne m'en rends peut-être même pas compte », eh bien ça, c'est un manque de clarification d'exigence. Et donc, si ça compte pour nous, on doit fixer, un peu comme Dick Fosbury, on doit fixer la barre. On doit se dire « où est l'enjeu pour moi ?» Si je merde, quelles sont les conséquences? Si je m'en fous, ce n'est pas très grave. Clarifier nos exigences, c'est la base d'un plan d'action gagnant. Il y en a un tout petit dernier. On adore célébrer nos réussites. Juste ou pas? Quand on réussit, c'est cool, hein? Putain, je vous laisse imaginer, quand j'ai réussi le premier examen là, de ma 2e année, la première chose, on en a parlé hier, 33-10, hop là. Maman, papa, réussi. Ouais, j'ai entendu crier au téléphone, ça m'a coûté 50 ans de vie auditive. Là. On adore partager nos succès. Alors je l'ai fait 1 fois, je l'ai fait 2 fois, puis alors mes parents, je ne les ai plus appelés. J'ai attendu de rentrer. Parce que je voulais qu'ils ressortent là, à la porte. On me dit alors, je dis c'est bon, j'ai 14, j'ai 15, j'ai 18, j'ai 13. Il y a des examens que j'ai réussi avec 12 aussi. Hein. Mais c'était assez pour que ça marche. Nous devons apprendre, particulièrement dans notre culture européenne, à pouvoir rester entourés quand ça se passe mal. Parce que c'est là qu'on va trouver des gens qui croient en nous quand nous ne croyons même plus nous-mêmes en nos capacités. Et c'est là qu'on va trouver une main tendue pour 2 choses. Soit nous aider à nous relever quand on a mis le genou à terre, soit nous empêcher de tomber quand on vacille. Et ça, c'est hyper précieux. Donc si à un moment vous sentez que ça tangue, qui peut vous aider? J'ai un dernier petit truc en conclusion, s'ils veulent bien me passer... j'ai 2 balles, promis, après c'est vraiment terminé. Vas-y, on va voir si... OK. Oh! La première, ça va pas. La deuxième, hein? Je vois bien. Hein? Ouais, mais t'as bien fait, mais il faut qu'on reste stimulé en tant que speaker. Notre rapport à l'échec, ça tient à ça. C'est 2 balles. C'est les mêmes.
Ah bon, c'est des balles de chez Ikea, ok, c'est balles en mousse, quoi. Hein, mais vous voyez l'idée, on a une balle de tennis d'un côté, on a une balle de billard de l'autre. Elles ont la même vocation, c'est des sphères, elles font le même job. Sauf que si je laisse tomber celle-là, la balle de billard ne rebondit pas. La balle de tennis, ici ça ne marche pas, bien entendu, c'est une balle en mouche, hein, mais j'ai prise grosse pour que vous la voyez dans le fond. Si la balle de tennis, si je la laisse tomber, elle rebondit. Et finalement, notre rapport à l'échec, c'est la même chose. Dans quel clan est-ce qu'on veut être? Est-ce qu'on veut être une boule noire ou est-ce qu'on veut être une boule jaune? On parlait de Fort Boyard aussi hier, voilà, ça fait un lien avec Fort Boyard. Mon mot de conclusion, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, j'espère que vous repartirez avec, c'est que si chaque médaille a son revers, hein, c'est une expression qu'on entend souvent, hein, chaque médaille a son revers, bah derrière chaque revers, il y a peut-être une médaille à aller chercher. Merci beaucoup. Merci.